Les velléités souverainistes de certains pays, comme le Mali d'Assimi Goïta ou encore le Burkina Faso dans l'histoire récente, laissent percevoir que l'Union s'est davantage éloignée du panafricanisme. Oui, l'idée du panafricanisme comme seule voie d'unité pour le continent a même été portée à nouveau par certains leaders africains comme le colonel Muammar Kadhafi, un des chantres contemporains des États-Unis d'Afrique, mais lui aussi s'est vu décapité en octobre 2011 avec comme toujours la bénédiction de certains de ses pairs africains. Mais comment en vouloir à une organisation qui 60 années après sa création dépend encore et fortement des financements extérieurs? C'est le lieu de faire un clin d'œil à l'Union européenne et de se dire que l'échec de l'unité africaine du point de vue institutionnel est palpable. L'union des peuples peut-elle changer la donne? La question reste posée. Entre la Russie et le monde arabe, tout va pour le mieux. Selon de nombreuses sources proches du Kremlin, plusieurs dizaines de pays dans le monde sont prêts à abandonner progressivement le dollar américain dans leurs échanges commerciaux pour privilégier leur monnaie locale. C'est dans ce sens que la Russie et les nations islamiques discutent actuellement de l'état du système financier mondial. Dans un article publié par l'agence de presse publique russe TASS le week-end dernier, le vice-premier ministre russe sécurité alimentaire. Bien entendu, précise Ovarchuk, nos relations avec les pays islamiques sont influencées par les changements et les tendances mondiaux dont nous parlons, de processus de dédollarisation et de la création d'un système financier indépendant, a-t-il ajouté. Parmi les pays engagés dans des discussions avec Moscou, on retrouve l'Arabie saoudite, l'Égypte, les Émirats arabes unis, la Syrie et l'Iran, entre autres. Ces pays, rassemblés au sein de la Ligue arabe, s'étaient abstenus de voter pour des sanctions contre la Russie, comme l'auraient souhaité les États-Unis et l'OTAN, en réponse à l'opération militaire spéciale des Russes en Ukraine. Téhéran, allié stratégique de Moscou dans la région, semble plus avancé. 2 banques iraniennes se préparent à ouvrir des établissements physiques en Russie pour faciliter les échanges entre les 2 pays. Parallèlement, la deuxième banque russe, VTB, vient d'ouvrir un bureau de représentation en Iran. Par ailleurs, selon le vice-premier ministre russe Alexander Novak, environ 80% des règlements mutuels entre la Russie et l'Iran se font désormais en rial et en rouble et non en dollars américains. Une base terroriste a été démantelée dans la zone de Ouarglaï, dans le centre-est du Burkina Faso, a-t-on appris dimanche de sources sécuritaires. L'opération s'est déroulée dans la forêt de Kankamboré, grâce à l'intervention de plusieurs vecteurs aériens qui ont permis de neutraliser de nombreux ennemis. Les mêmes sources indiquent que des armes, des munitions et une cinquantaine de moyens roulants ont été récupérés par les forces armées. Ces dernières heures, les forces combattantes ont ici escorté plusieurs convois au profit des populations et mené des offensives dans de nombreuses localités. Ces derniers jours, l'armée burkinabé est montée d'un cran dans la lutte contre l'insécurité. Et pour cause, plusieurs attaques terroristes avaient fait de nombreuses victimes parmi les civils. L'attaque la plus récente a frappé la province de Yatenga, dans le nord du pays, proche du Mali jeudi dernier, où aux environs de 5 heures, heure locale, des groupes armés ont mené une attaque contre les villages de Pelle, Zanna et Nongofairi. Au moins 25 personnes ont été tuées, principalement à Nongofairi, et plusieurs autres blessés. Un jour plus tôt, c'est la province de Kolpelogo, dans le centre-est du pays, à environ 400 km plus au sud frontalière du Ghana et du Togo, qui avait été visée. Des groupes armés ont mené une incursion à Bilgoumdoré, village de la commune de Sanga, faisant une dizaine de morts. En prenant le pouvoir le 30 septembre 2022, le capitaine Ibrahim Traoré a fait de la question sécuritaire une priorité absolue. Et pour mener à bien cette mission, le président de la transition a créé une symbiose entre l'armée et le peuple. Depuis lors, les forces armées et les volontaires pour la défense de la patrie, les VDP, sont main dans la main face aux forces obscurantistes. L'importance de ce projet se révèle par la qualité de ses invités d'honneur. Les présidents Mohamed Bazoum du Niger, Macky Sall du Sénégal, Nana Akufo-Addo du Ghana et Faure Gnassingbé du Togo ont marqué de leur présence le lundi 22 mai la cérémonie d'inauguration de ce projet de plus de 18,5 milliards de dollars.
Ce complexe a la capacité de traiter 650 000 barils de brut par jour, ce qui permettra au Nigeria d'atteindre l'autosuffisance en matière de produits raffinés et même d'avoir des réserves pour l'exportation. C'est ce qu'a déclaré le président nigérian Muhammadu Buhari depuis le site qui s'étend sur 2635 hectares de terrain dans la zone franche de Lekki à Lagos, la capitale économique du Nigeria. Lancé en 2013, le projet de l'industriel Aliko Dangote est la plus grande raffinerie à train unique du monde selon le groupe éponyme et devrait, à plein régime, avoir la plus grande capacité de raffinage de brut sur le continent africain. Pour le président Buhari, qui va céder le pouvoir dans quelques jours, il s'agit d'une étape importante pour l'économie du pays et d'un changement de donne pour le secteur pétrolier, non seulement au Nigeria, mais sur l'ensemble du continent. Lors de son discours, Aliko Dangote a assuré que les premiers produits pétroliers devraient être mis sur le marché nigérian avant la fin du mois de juillet, début août de cette année. Notre premier objectif est de nous assurer qu'au cours de cette année, nous serons en mesure de satisfaire pleinement les demandes de notre pays, a-t-il souligné, avant d'ajouter à terme, au moins 40% de la capacité de la raffinerie sera disponible pour l'exportation, ce qui devrait entraîner pour le pays d'importantes entrées de devises. Le Nigeria est le plus gros producteur de pétrole en Afrique, mais il importe pourtant la quasi-totalité de son carburant en raison de la défaillance de ses raffineries d'État. Cette méga-raffinerie ambitionne de répondre entièrement aux besoins en carburant du pays et même d'en exporter sur le continent africain. Le passé douteux de Karim Khan semble le rattraper depuis qu'il a osé émettre un mandat d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine à la mi-mars dernier. En effet, Moscou vient à son tour de lancer un mandat d'arrêt international contre le procureur de la Cour pénale internationale. Depuis cette annonce, Karim Khan ne trouve plus de sommeil, car la notice du mandat a été émise sans donner trop de précision. Date de naissance, 30 mars 1970. Lieu de naissance, Édimbourg, Écosse. Recherché en vertu d'un article du Code pénal, c'est tout ce qu'on pouvait lire. Des informations assez restreintes dignes du FSB, le service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie. Mi-mars, quelques jours après le mandat de la Cour pénale internationale contre Vladimir Poutine pour une présumée déportation illégale de milliers d'enfants ukrainiens dans le cadre du conflit entre Moscou et l'OTAN en Ukraine, des accusations des poursuites pénales à l'encontre d'une personne notoire innocente et de préparer clairement indiqué qu'une arrestation de Poutine par un pays étranger reviendrait à déclarer la guerre à Moscou. Si cela se poursuit, alors, avait-il dit, toutes nos capacités missiles et autres s'abattront sur le Bundestag, le bureau du chancelier, et ainsi de suite, a ajouté l'ancien président russe. Dmitri Medvedev avait déjà menacé la CPI d'une frappe de missiles, invitant ses magistrats à regarder attentivement le ciel. L'idée a germé le 2 mai dernier lors d'une réunion gouvernementale avec le président russe Vladimir Poutine. L'organisation des Jeux des BRICS apparaît pour Oleg Matistina, le ministre russe des Sports, comme un événement très pertinent compte tenu de la perspective de l'expansion de la plateforme en termes de nouveaux États membres. Ce qui semblait encore pure spéculation a définitivement pris un caractère officiel avec le mandat donné par Vladimir Poutine à son gouvernement de rédiger des propositions pour organiser les Jeux des BRICS en 2024 en Russie. Ces propositions devraient être rédigées et présentées d'ici le 1er juillet 2023 selon le décret présidentiel publié dans le site internet du Kremlin. Le Premier ministre, Mikhail Mishustin, a été nommé pour superviser la mise en œuvre de ce décret présidentiel. Cette initiative russe survient alors que le 28 mars dernier, malgré l'opération spéciale militaire russe en Ukraine, le Comité international olympique a réitéré la recommandation qu'il avait formulée fin janvier de réintégrer les sportifs russes et biélorusses sous bannière neutre, sous réserve qu'il n'ait pas activement soutenu la guerre en Ukraine. Le Comité international olympique a toutefois laissé la décision d'appliquer cette recommandation aux fédérations sportives internationales. Il n'a rien précisé
à ce stade en ce qui concerne les Jeux Olympiques de 2024. Paris continue de faire recycler de l'uranium en Russie malgré les sanctions qu'elle a elle-même adoptées contre Moscou. Pour justifier sa dépendance à la technologie russe, la ministre française de la Transition énergétique a déclaré que son pays n'a pas rompu le contrat parce que le coût de renoncer à ce contrat avec la Russie rapporterait plus de devises à Moscou, compte tenu des sanctions qui sont prévues dans ce contrat, que de le mettre à minima. Pour ne pas laisser entrevoir que sa fierté a pris un coup, Agnès Pannier-Runacher a laissé entendre que la France ne dépend pas de la Russie dans le domaine du nucléaire civil et pourrait se passer des services russes de retraitement d'uranium, mais y renoncer favoriserait bien trop Moscou. En vérité, l'Hexagone est dépendante de la technologie russe en matière de traitement d'uranium depuis l'époque de l'URSS. Entre 1972 et 2010, la France a expédié en Sibérie une partie de son uranium de retraitement URT, issu du combustible usagé de ces centrales pour lui offrir une seconde vie. En 2018, le groupe EDF a même signé un contrat d'un montant de 600 millions d'euros avec une filiale du groupe russe Rosatom, Texnabexport, Tenex, pour recycler et enrichir de l'URT à l'usine Sevex dans la région russe de Tomsk en Sibérie occidentale. En mars 2022, le Haut Comité français pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire indiquait que EDF avait repris depuis 2021 l'envoi de l'eau pour réenrichissement vers la Russie. Selon une enquête menée en 2022 par Sputnik, les capacités d'Orano, ex-Areva, acteur majeur français de l'énergie nucléaire, à enrichir l'uranium retraité restent très limitées malgré sa nouvelle usine d'enrichissement à Trikastan. De plus, la production d'uranium enrichi assurée par les Russes s'avère beaucoup moins chère que celle effectuée par Orano. Dans la pratique, loin des discours politiciens, le commerce d'uranium entre Paris et Moscou se poursuit et la France continue depuis le début de la guerre en Ukraine en fin février 2022 à avoir recours à une usine située en Sibérie pour recycler des matières radioactives, comme l'ont montré différentes enquêtes dévoilées ces derniers mois. Un rapport de l'ONG Greenpeace publié le samedi 11 mars dernier documente d'autres aspects des relations entre la filière nucléaire française et le géant Rosatom et montre que l'influence russe est beaucoup plus étendue que ce que laissent entendre les acteurs du secteur. Les BRICS font partie des pays qui émergent et qui pourraient aider le Centrafrique à sortir complètement la tête de l'eau, estime Sylvie Baipo-Tebon, la ministre centrafricaine des Affaires étrangères. Pour cette dernière, la coopération avec le groupe des BRICS permettra à la RCA de défaire un gap en termes de développement, ajoutant que les pays africains ont tout intérêt à s'ouvrir au groupe des 5. Outre le renfort dans le domaine sécuritaire, précise la chef de la diplomatie centrafricaine, le pays a besoin de plusieurs partenaires dans le domaine économique, d'où la nécessité d'élargir les rapports sains et respectueux et surtout les rapports gagnant-gagnant. Rappelons que début avril, une délégation des BRICS est arrivée en Centrafrique pour la deuxième fois en moins de 6 mois. Plusieurs projets ont été retenus pour le désenclavement du pays, l'ouverture d'une filiale de la Banque des BRICS étant dorénavant envisagée. Parallèlement, à en croire la ministre Sylvie Baipo-Tebon, les BRICS ont également besoin des pays africains. Et le Centrafrique, pour sa part, est un pays à forte potentialité qui détient les ressources naturelles dont les économies du monde ont besoin.
Les nouvelles ne sont pas toujours bonnes, ce qui signifie toutes ces interrogations. Chaque jour, de nouveaux déplacés fuient les combats, mais aussi les violences sexuelles et les pillages qui sont devenus légion. En tout, près de 2,5 millions de personnes ont quitté leur maison et plus d'un demi-million ont traversé vers les frontières principalement au nord en Égypte et le Tchad à l'ouest selon les Nations Unies. Les combats se poursuivent également à Niala, chef-lieu du Darfour du Sud, où au moins 12 civils ont été tués dimanche selon un médecin. Dans la nuit, les habitants de Niala ont fait état des tirs intenses de l'artillerie. Des roquettes tombent sur des maisons de civils. C'est assurément le énième couvre-feu instauré à Khartoum depuis le début du conflit entre les frères d'armes Hemeti et Al-Burhan, conflit qui a débuté, rappelons-le, c'était le 15 avril 2023. Pour cette fois au moins, les espoirs sont très tournés vers la célébration de la Tabaski, même si des informations font état de ce que l'armée soudanaise se retrouve depuis lundi en difficulté sur plusieurs fronts à Khartoum. Les paramilitaires disent avoir ravi le quartier général de la police et son arsenal à Khartoum et dans le sud du pays qui borde l'Éthiopie. Mercredi dernier, l'ONU s'est dite préoccupée par les disparitions forcées et les arrestations arbitraires des civils. Près de 400 personnes, dont des femmes et des enfants, auraient disparu dans la seule région de Khartoum. Un appel de fonds lancé par les Nations Unies pour aider le peuple soudanais a recueilli 1,5 milliard de dollars et selon l'ONU, 3 milliards de dollars sont nécessaires pour aider les populations frappées par cette crise. La CEAC, la SADC, la CIRGL et l'EAC sont unis depuis ce mardi matin 27 juin pour discuter de la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Plusieurs chefs d'État prennent part à cette rencontre qui vise à harmoniser toutes les réponses régionales pour le retour de la paix à l'est de la RDC. Ce sommet, sous l'égide de l'Union africaine, avec l'accompagnement des Nations Unies, a pour but de coordonner et harmoniser toutes les réponses régionales pour des résultats concrets sur le terrain. Précisons que cette position de la RDC a été donnée par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula, celui de la Défense Jean-Pierre Bemba et le ministre d'État en charge de l'intégration régionale Mbusa Nyamoisi. C'est à Luanda, capitale de l'Angola, que plusieurs chefs d'État sont réunis pour participer au sommet quadripartite sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Outre le chef de l'État congolais, président en exercice de la SADC, plusieurs de ses collègues africains restent encore attendus à ce sommet, notamment Ali Bongo Ondimba du Gabon et président en exercice de la CEAC et Joao Lourenço de l'Angola. Ce sommet intervient après les travaux préparatoires des experts et ministres des pays membres de ces organisations régionales et sous-régionales sur le schéma à adopter pour le retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Macky Sall briguera-t-il un troisième mandat aux élections présidentielles de février 2024? C'est la question que se pose l'opinion publique à quelques mois du scrutin. Dans l'attente d'une réponse, le président sénégalais a promis, samedi dernier, de donner sa décision après la fête de la Tabaski, prévue le 28 juin prochain. Une promesse qui fait suite aux conclusions du dialogue national. Après la lecture des 270 recommandations du dialogue national, le chef de l'État sénégalais a salué le travail de qualité des 8 commissions et s'engage pour la validation des conclusions émises. Cet accord prévoit de consolider la démocratie sénégalaise, bafouée ces derniers temps par des manifestations souvent violentes et meurtrières. Pour l'heure, le président parle d'un nouvel élan qui vise à préserver essentiellement la forme républicaine de l'État, la paix civile, la stabilité et la sécurité du pays. À cet effet, le président Macky Sall a annoncé la création d'un comité de suivi pour mettre en œuvre ces nombreuses recommandations. Le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition du Burkina Faso, a effectué un remaniement partiel de son gouvernement. L'annonce a été faite dimanche dernier suite à un décret présidentiel lu à la télévision publique par le secrétaire général du gouvernement, Jacques Sostène Dingara.
Ce remaniement concerne des postes clés de certains départements ministériels. Selon le décret présidentiel, le lieutenant-colonel Boukaré Zungrana a été remplacé par Émile Serbo au ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité. Au ministère de l'Agriculture a succédé à Denis Ouedraogo. Au ministère de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement ministériel opéré par Ibrahim Traoré depuis sa prise de pouvoir le 30 septembre 2022. Notons que l'armée burkinabé contrôle 65% du territoire national et le gouvernement est chargé d'organiser les élections en juillet 2024 pour un retour des civils au pouvoir. D'abord, ce partenariat confirme un accord entre amis et entre frères. Et cela permet de dire que, étant donné que nous sommes tous les mêmes, nous sommes tous similaires et que nous avons tous les mêmes combats. On se bat pour notre vie, on se bat pour notre pays. Et cette même histoire commune a fait qu'aujourd'hui, entre l'Afrique et la Russie, c'est le même combat. That's why we understand each other, and that's why this memorandum of understanding, it's just a confirmation to this. I think that the most important fields to develop for you, and we can be helpful. Les domaines de coopération sont d'abord l'économie, l'agriculture et les travaux publics tels que les ports, les aéroports, tout ce qui touche aux infrastructures, mais aussi la sécurité. La sécurité est un domaine important compte tenu du contexte actuel. Et puis on ne doit pas oublier que l'Afrique a un riche potentiel en matière de culture et de tradition, dont il faut mettre aussi en valeur dans ce cadre de la coopération entre les BRICS et le Burkina Faso. Comme on dit, l'essentiel, c'est d'abord l'éducation. L'éducation, eh bien, la Russie offre vraiment tout son potentiel éducatif et a décidé cette année d'offrir 20 bourses pour aller étudier en Russie, ce qui constitue déjà un pas important. La Russie a beaucoup fait par le passé, la Russie continuera de faire parce que former les hommes, c'est former les acteurs du développement. Et bien donc c'est avec ça que l'Afrique pourra se study your people, young people in our country. Cette cérémonie à elle seule résume l'engagement de l'Alliance à soutenir le pays des hommes intègres. Nous sommes en train de mettre en place la représentation de l'Alliance des BRICS au Burkina Faso qui va travailler sur certains secteurs et les principaux axes seront définis par le président de la transition. C'est ce qu'a indiqué Mme Larissa Zelentsova, la présidente de l'Alliance internationale des BRICS, avec à ses côtés l'un de ses vice-présidents, Dimitri Ditz, et le représentant de l'Alliance en Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, l'Ivoirien Awadon Melo. Conscient des difficultés que traverse le pays, notamment sur des questions sécuritaires et socio-économiques, Mme Zelentsova rassure que le Burkina Faso ne sera pas abandonné à son sort. C'est dans ce sens que l'audience de ce jour a porté essentiellement sur la problématique de la coopération et le soutien des pays membres de l'Alliance des BRICS au Burkina Faso. Au cours de cette audience, le président de la transition, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a été décoré de la médaille des BRICS par la présidente de l'Alliance internationale des projets stratégiques BRICS, Larissa Zelentsova, et pour son combat en vue de la souveraineté de son pays. Cette décoration, qui salue la détermination et le courage du capitaine Ibrahim Traoré, marque un grand pas vers le développement d'une coopération dans le respect de la souveraineté du pays. Aujourd'hui, nous avons abordé les questions de la coopération et le soutien à l'Alliance BRICS au Burkina Faso. Nous sommes en train de mettre en place la représentation de l'Alliance BRICS au Burkina Faso qui va travailler sur certains domaines et sur les axes qui ont défini par le président de la transition. Donc, on attend la signature du protocole d'accord
on n'a pas encore discuté les axes concrets, mais nous envisageons de travailler dans les domaines du développement économique, dans le domaine humanitaire et culturel. Plusieurs accords seront signés dans les heures à venir avec les chefs des départements ministériels concernés. En prélude à cette rencontre au sommet, une séance de travail rassemblant les membres de la délégation de l'Alliance internationale des BRICS et les experts des départements ministériels s'est tenue au ministère des Affaires étrangères sous la direction de la chef de la diplomatie burkinabé, Mme Olivia Ruamba. Après le Sénégal et la République centrafricaine, les BRICS déposent leurs valises au Burkina Faso. C'est aux environs de 13 h, heure locale, que l'avion transportant la présidente de l'Alliance internationale des BRICS s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international de Ouagadougou. Larissa Zelentsova est accueillie par une importante délégation conduite par la ministre burkinabé des Affaires étrangères, Olivia Ruamba, avec à ses côtés Awadon Melo, le représentant de l'Alliance en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, et l'honorable Sidonie Asseux, la présidente du Business Council Afrique de l'Ouest et Afrique centrale de l'organisation. Les premiers mots de Larissa Zelentsova en langue de Shakespeare décrivent sa satisfaction d'être au pays des hommes intègres. I'm very happy to be here because this country is very beautiful, very interesting, very rich. But first of all, the richness of this country is people. And it is the country of courageous people, of people who just eager to strengthen sovereignty of the country, to build up a decent life for all the people. And we are here because we are friends, and friends must help each other. Le représentant de l'Alliance, Awadon Melo, a réitéré la satisfaction de la chef de la délégation. La présidente est d'abord très heureuse d'être dans cette magnifique ville de Ouagadougou et dans ce pays qui a une histoire passionnante. Et cette histoire-là rencontre justement la volonté des BRICS à aller de l'avant dans le sens d'un monde multipolaire. Et entre amis, il est de règle de se donner la main. Donc elle est là pour donner la main des BRICS Alliance pour la poursuite de ce long chemin vers la souveraineté. Dans sa chaleur habituelle, la ministre Olivia Ruamba s'est dite très honorée par cette visite qui dessine les contours du nouveau Burkina Faso. J'avoue que c'est avec une très grande joie que le gouvernement burkinabé, à travers ma personne, reçoit la présidente de l'Alliance internationale des BRICS. Et pour vous dire la vérité, c'est un moment tant attendu, en ce sens qu'il y a de cela quelques jours, le président de la région ouest africaine, en la personne du ministre Don Melo, était présent à Ouagadougou et ils ont en tout cas entrepris un certain nombre de travail et avec les équipes techniques dans les secteurs qui intéressent justement les BRICS et dans lesquels un grand investissement sera fait. En direct de l'aéroport international ici à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, nous venons d'assister à l'arrivée de la présidente de l'Alliance internationale des BRICS, Mme Larissa Zelentsova, accueillie par la ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Mme Olivia Ruamba, avec naturellement à ses côtés le représentant Afrique de l'Ouest et Afrique centrale de l'Alliance. Il s'agit du ministre Awadon Melo. Eh bien, une grande séance de travail attend cette délégation aux côtés du gouvernement burkinabé qui certainement aboutira à la signature de plusieurs accords qui permettront aux deux entités de développer un certain nombre de coopérations, notamment en ce qui concerne le développement du Burkina Faso dans le respect de la souveraineté de ce pays. Cette rencontre fait suite à la séance de travail que nous avons obtenue hier au ministère des Affaires étrangères avec tous les départements techniques, 12 départements techniques. Donc il était important, avec Madame la ministre des Affaires étrangères, qu'on vienne rendre compte du contenu de ces discussions-là et des modes
le modèle que nous allons utiliser pour pouvoir sélectionner un certain nombre de projets, discuter avec nos partenaires originaires des pays BRICS pour leur mise en œuvre. Donc ça, c'est la première étape d'identification de projets. Et la deuxième étape, la présidente de BRICS Alliance, puisqu'il faut savoir que BRICS Alliance, c'est le lien entre les pays des BRICS et les pays non membres des BRICS. Donc la présidente de BRICS Alliance sera ici le 12 pour pouvoir installer officiellement le BRICS Alliance, ouvrir les portes et en même temps créer un pont entre le Burkina Faso et les BRICS. Et donc c'est tout ce travail-là que nous avons fait, et nous avons fait le compte rendu au président et il nous a donné le feu vert pour qu'on puisse continuer à travailler pour le Burkina Faso. Après le Zimbabwe qui, le 8 mai dernier, lançait sa propre crypto-monnaie adossée à la valeur de l'or, c'est au tour de la République centrafricaine de faire une percée technologique significative. L'Assemblée nationale a voté le texte de loi par acclamation. La loi fixe le cadre de l'utilisation des monnaies virtuelles Bitcoin et Sango dans le processus d'investissement, y compris par les ressortissants étrangers désireux d'investir dans des titres miniers, agraires, forestiers, proclame le texte. Les investisseurs ont le droit de transférer à l'étranger l'intégralité des bénéfices annuels qui leur reviennent après paiement des impôts, droits et autres obligations, prévoit aussi la loi. Elle vient compléter la loi sur la crypto-monnaie d'avril 2022 validée par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale et faciliter en la rendant plus fluide la mobilisation des ressources financières au profit de l'État et des communautés locales. La tokenisation qui consiste à représenter un actif tangible ou intangible sous forme de jetons numériques sur la blockchain est de plus en plus adoptée dans divers secteurs à travers le monde. Ces dernières années, elle a permis de décentraliser la propriété et de démocratiser l'accès à divers actifs, des biens immobiliers aux œuvres d'art en passant par le foncier. Le Sango Coin, monnaie numérique, propriété du Centrafrique, est en train de faire sensation sur la scène économique africaine et internationale. Lancée il y a quelques mois, cette crypto a déjà suscité un intérêt considérable de la part des investisseurs à travers le monde. C'est un secret de polichinelle. La RCA est dotée d'une abondance de ressources naturelles. Avec ses importantes réserves de minéraux précieux comme l'or et les diamants, ainsi que d'autres ressources comme l'uranium, le pays a un potentiel économique considérable. Toutefois, la gestion de ces ressources a toujours été un défi. En effet, que ce soit le fait des groupes rebelles opposés au gouvernement ou à cause d'ingérences étrangères, la RCA a du mal à faire régner sa souveraineté effective sur les ressources que comprend son territoire. À la suite de la présentation du nouveau timbre par la direction des impôts, très vite des voix se sont levées sur la toile pour critiquer cette externalisation car selon elle, l'expertise nécessaire existe au pays des hommes intègres. Un avis partagé par le capitaine Ibrahim Traoré qui a rejeté le nouveau timbre fiscal imprimé à l'étranger, invitant les techniciens à présenter à court terme une solution burkinabé. Le même jour, la DGI a rectifié en disant que les nouveaux timbres seront produits au pays d'ici à 7 mois. De sources fiables, le chef de l'État, le capitaine Traoré, a instruit de résilier le contrat. Ainsi, il est demandé aux techniciens de proposer une solution burkinabé dans un court délai. D'autres sources croient savoir qu'un timbre fiscal numérique est envisagé. Sur ce nouveau timbre rejeté aux couleurs nationales se trouvent également les armoiries du Burkina Faso, le monument des héros nationaux, un code d'identification et une empreinte d'authentification qui permet de suivre son évolution et de connaître son authenticité. C'est ce qu'a informé le directeur général des impôts, Daouda Kirakoya. La différence de l'ancien feuillet qui contenait 100 timbres, ce feuillet est doté de 150 timbres et sera mis en vente dès le 25 mai 2023. Ce timbre dont la version numérique est également en perspective est en autocollant, à la différence de l'ancien timbre qui nécessitait du liquide pour être collé. Également à la différence de l'ancien timbre qui était produit au Canada, le nouveau timbre fiscal du Burkina Faso a été produit en France.
d'où la colère du président, le capitaine Ibrahim Traoré. Pour Moscou, cette question ne devrait pas se poser. Les États-Unis d'Amérique utilisent leur base militaire d'Al-Tanf en Syrie, à la frontière avec l'Irak et la Jordanie pour former des terroristes de Daesh, visant à mener des actes de sabotage non seulement sur le territoire syrien, mais aussi dans les régions russes. C'est ce qu'a déclaré le directeur du service russe de renseignements extérieurs, Sergei Narishkin, lors d'une réunion internationale de hauts représentants de la sécurité le mercredi 24 mai. Selon le communiqué publié par le service de renseignement étranger de la Russie cité par Sputnik, les États-Unis ont recruté en janvier 60 éléments de groupes terroristes affiliés à Daesh et à Al-Qaïda pour mener des attaques terroristes en Russie et les pays de la communauté des États indépendants, la CEI. Pour illustrer ses propos, Sergei Narishkin a rappelé qu'en 2011, ce sont les États-Unis et les pays membres de l'OTAN qui ont soutenu des groupes terroristes et séparatistes en Syrie dans le but de renverser le président Bachar al-Assad, et pour le bloc de l'Ouest, il s'agissait de terroristes modérés. Le patron des renseignements russes a en outre averti que les États-Unis planifiaient et mettaient en œuvre des plans pour une guerre de l'information contre la Russie en représailles à la normalisation de la situation dans la région de l'Asie occidentale. En effet, la normalisation de la situation en Syrie se poursuit et le rapprochement entre Riyad et Damas n'est pas du goût des Américains. Le niveau de confiance mutuelle entre les pays d'Asie occidentale augmente, réduisant de manière significative la domination états-unienne. Notons que ces accusations ne sont pas nouvelles, car en février 2021, le président turc Recep Tayyip Erdogan avait souligné que les États-Unis ont soutenu les terroristes kurdes après l'exécution de 13 Turcs, membres des forces de sécurité, pour la plupart retenus en captivité en Irak aux mains des rebelles du PKK. À l'actif de l'UA, on peut noter la fin officielle de la colonisation manifestée par l'envie de se rassembler autour d'une même organisation et plusieurs années plus tard, l'idée de la mise en place d'une zone de libre-échange continental africain, la ZLECAf. Mais retournons un peu en arrière pour voir ce que voulaient les pères fondateurs. Un certain 25 mai 1963, naissait l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA, en Éthiopie, plus précisément à Addis Abeba. La création de l'OUA a été possible grâce aux efforts de 32 États réunis en congrès et déterminés à poser les jalons d'une union politique et économique de l'Afrique, et ce dès le lendemain des indépendances et des pays du continent. La souveraineté des nouveaux États indépendants rimait ainsi avec l'unité du continent. Ce rêve, porté par les Kwame Nkrumah, Modibo Keïta ou encore Sékou Touré pour ne citer que ceux-là, fera face à plusieurs obstacles malgré le passage de l'Organisation de l'Unité africaine à l'Union africaine. 60 ans plus tard, cette ambition continue de susciter beaucoup d'espoir auprès des jeunes nations africaines. Mais force est de constater qu'en lieu et place de l'unité, le continent continue d'être balkanisé, pour ne pas dire somalisé. Oui, ceci n'est pas un fruit du hasard. La Somalie a été l'une des premières victimes du morcellement du continent de manière moderne. En février-mars 1991, il y a donc plus d'un quart de siècle, le pays a cessé d'être un État, mais plusieurs morceaux de terre administrés chacune à sa façon. La même année, c'est l'Érythrée qui s'arrache de l'Éthiopie. Et 2 ans plus tard, en mai 1993, le pays est reconnu par les Nations Unies. Comme si cela ne suffisait pas, le 9 juillet 2011, le Soudan du Sud voit le jour en se détachant du Grand Soudan avec la bénédiction encore une fois des États-Unis d'Amérique sous le regard impuissant de l'Union africaine. L'évolution du temps semble avoir dénaturé l'Union africaine de son sens originel. L'ambition d'unité fait partie des vocations initiales du panafricanisme qui traduisait d'ailleurs l'ambition d'un gouvernement africain selon la vision du président ghanéen de l'époque Kwame Nkrumah dans son credo « Un gouvernement de l'Union pour une Afrique unie ». Des positions de l'Union sur les velléités souverainistes de certains pays comme le Mali d'Assimi Goïta ou encore le Burkina Faso dans l'histoire récente laissent percevoir que l'Union s'est davantage éloignée du panafricanisme. Oui, l'idée du panafricanisme comme seule voie d'unité pour le continent
a même été porté à nouveau par certains leaders africains comme le colonel Muammar Kadhafi, un des chantres contemporains des États-Unis d'Afrique, mais lui aussi s'est vu décapité en octobre 2011 avec comme toujours la bénédiction de certains de ses pairs africains. Mais comment en vouloir à une organisation qui 60 années après sa création dépend encore et fortement des financements extérieurs? C'est le lieu de faire un clin d'œil à l'Union européenne et de se dire que l'échec de l'unité africaine du point de vue institutionnel est palpable. L'union des peuples peut-elle changer la donne? La question reste posée. Entre la Russie et le monde arabe, tout va pour le mieux. Selon de nombreuses sources proches du Kremlin, plusieurs dizaines de pays dans le monde sont prêts à abandonner progressivement le dollar américain dans leurs échanges commerciaux pour privilégier leur monnaie locale. C'est dans ce sens que la Russie et les nations islamiques discutent actuellement de l'état du système financier mondial. Dans un article publié par l'agence de presse publique russe TASS le week-end dernier, le vice-premier ministre russe Alexei Overchok a déclaré que ces discussions s'inscrivaient dans le cadre d'une réflexion globale sur les changements mondiaux actuels, avec en toile de fond la dédollarisation, l'indépendance financière, la production industrielle, l'énergie et la sécurité alimentaire. Bien entendu, précise Overchok, nos relations avec les pays islamiques sont influencées par les changements et les tendances mondiaux dont nous parlons, de processus de dédollarisation et de la création d'un système financier indépendant, a-t-il ajouté. Parmi les pays engagés dans des discussions avec Moscou, on retrouve l'Arabie saoudite, l'Égypte, les Émirats arabes unis, la Syrie et l'Iran, entre autres. Ces pays, rassemblés au sein de la Ligue arabe, s'étaient abstenus de voter pour des sanctions contre la Russie, comme l'auraient souhaité les États-Unis et l'OTAN, en réponse à l'opération militaire spéciale des Russes en Ukraine. Téhéran, allié stratégique de Moscou dans la région, semble plus avancé. 2 banques iraniennes se préparent à ouvrir des établissements physiques en Russie pour faciliter les échanges entre les 2 pays. Parallèlement, la deuxième banque russe, VTB, vient d'ouvrir un bureau de représentation en Iran. Par ailleurs, selon le vice-premier ministre russe Alexander Novak, environ 80% des règlements mutuels entre la Russie et l'Iran se font désormais en rial et en rouble et non en dollars américains. Une base terroriste a été démantelée dans la zone de Ouarghaï, dans le centre-est du Burkina Faso, a-t-on appris dimanche de sources sécuritaires. L'opération s'est déroulée dans la forêt de Kankamboré, grâce à l'intervention de plusieurs vecteurs aériens qui ont permis de neutraliser de nombreux ennemis. Les mêmes sources indiquent que des armes, des munitions et une 50aine de moyens roulants ont été récupérés par les forces armées. Ces dernières heures, les forces combattantes ont ici escorté plusieurs convois au profit des populations et mené des offensives dans de nombreuses localités. Ces derniers jours, l'armée burkinabé est montée d'un cran dans la lutte contre l'insécurité. Et pour cause, plusieurs attaques terroristes avaient fait de nombreuses victimes parmi les civils. L'attaque la plus récente a frappé la province de Yatenga, dans le nord du pays, proche du Mali jeudi dernier, où aux environs de 5 heures, heure locale, des groupes armés ont mené une attaque contre les villages de Pelle, Zanna et Nongofairi. Au moins 25 personnes ont été tuées, principalement à Nongofairi, et plusieurs autres blessés. Un jour plus tôt, c'est la province de Kolpelogo, dans le centre-est du pays, à environ 400 km plus au sud frontalière du Ghana et du Togo, qui avait été visée. Des groupes armés ont mené une incursion à Bilgoumdoré, village de la commune de Sanga, faisant une dizaine de morts. En prenant le pouvoir le 30 septembre 2022, le capitaine Ibrahim Traoré a fait de la question sécuritaire une priorité absolue. Et pour mener à bien cette mission, le président de la transition a créé une symbiose entre l'armée et le peuple. Depuis lors, les forces armées et les volontaires pour la défense de la patrie, les VDP, sont main dans la main face aux forces obscurantistes. L'importance de ce projet se révèle par la qualité de ses invités d'honneur. Les présidents Mohamed Bazoum du Niger, Macky Sall du Sénégal, Nana Akufo-Addo du Ghana et Faure Gnassingbé du Togo ont marqué de leur présence le lundi 22 mai la cérémonie d'inauguration de ce projet de plus de 18,5 milliards de dollars.
Ce complexe a la capacité de traiter 650 000 barils de brut par jour, ce qui permettra au Nigeria d'atteindre l'autosuffisance en matière de produits raffinés et même d'avoir des réserves pour l'exportation. C'est ce qu'a déclaré le président nigérian Muhammadu Buhari depuis le site qui s'étend sur 2635 hectares de terrain dans la zone franche de Lekki à Lagos, la capitale économique du Nigeria. Lancé en 2013, le projet de l'industriel Aliko Dangote est la plus grande raffinerie à train unique du monde selon le groupe éponyme et devrait, à plein régime, avoir la plus grande capacité de raffinage de brut sur le continent africain. Pour le président Buhari, qui va céder le pouvoir dans quelques jours, il s'agit d'une étape importante pour l'économie du pays et d'un changement de donne pour le secteur pétrolier, non seulement au Nigeria, mais sur l'ensemble du continent. Lors de son discours, Aliko Dangote a assuré que les premiers produits pétroliers devraient être mis sur le marché nigérian avant la fin du mois de juillet, début août de cette année. Notre premier objectif est de nous assurer qu'au cours de cette année, nous serons en mesure de satisfaire pleinement les demandes de notre pays, a-t-il souligné, avant d'ajouter à terme, au moins 40% de la capacité de la raffinerie sera disponible pour l'exportation, ce qui devrait entraîner pour le pays d'importantes entrées de devises. Le Nigeria est le plus gros producteur de pétrole en Afrique, mais il importe pourtant la quasi-totalité de son carburant en raison de la défaillance de ses raffineries d'État. Cette méga-raffinerie ambitionne de répondre entièrement aux besoins en carburant du pays et même d'en exporter sur le continent africain. Le passé douteux de Karim Khan semble le rattraper depuis qu'il a osé émettre un mandat d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine à la mi-mars dernier. En effet, Moscou vient à son tour de lancer un mandat d'arrêt international contre le procureur de la Cour pénale internationale. Depuis cette annonce, Karim Khan ne trouve plus de sommeil, car la notice du mandat a été émise sans donner trop de précision. Date de naissance, 30 mars 1970. Lieu de naissance, Édimbourg, Écosse. Recherché en vertu d'un article du Code pénal, c'est tout ce qu'on pouvait lire. Des informations assez restreintes dignes du FSB, le service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie. Mi-mars, quelques jours après le mandat de la Cour pénale internationale contre Vladimir Poutine pour une présumée déportation illégale de milliers d'enfants ukrainiens dans le cadre du conflit entre Moscou et l'OTAN en Ukraine, des accusations qui sont d'ailleurs